Bonjour! Dans la précédente vidéo, j'avais présenté un attelage magnétique à 6 contacts développé spécialement pour le AD Caravelle-Jouef de 1980. Il permettait de passer les fonctions d'éclairage de la motrice à la remorque, mais aussi d'étendre la prise de courant aux bugies de la remorque sans avoir à passer des fils entre les deux caisses. Le tout ne se remarquant même pas et permettant d'accoupler et de désaccoupler les deux éléments très facilement, voire d'ajouter une deuxième remorque à la volée. Je m'étais intéressé aux attelages magnétiques il y a 2 ans environ, mais les essais ne m'avaient pas donné satisfaction, car d'une part je ne disposais que d'une imprimante PLA, et d'autre part j'avais testé avec des aimants néodyme N35 qui ne sont pas assez puissants. Depuis, les choses ont changé, et j'ai développé une gamme d'attelages à 2, 4 ou 6 contacts, utilisant des aimants N52 très puissants et qui ne posent plus aucun problème de dételage, même avec des rames de 6 voitures. Je n'ai pas testé au-delà, mais la puissance de ces aimants permet certainement de très longues rames, surtout si on utilise des attelages à 4 aimants, voire à 6 aimants. Ces attelages utilisent des aimants cylindriques de 2 mm de diamètre par 3 mm de long, à magnétisation axiale, donc avec les pôles nord et sud à chaque extrémité. On va commencer par quelques explications techniques que vous pouvez sauter grâce au chapitrage si cela ne vous intéresse pas, mais il n'est jamais inutile de savoir de quoi on parle. Ces aimants N52 sont donnés comme pouvant soulever chacun 180 grammes, si bien qu'on arrive à plus d'1 kg par attelage à 6 contacts. Mais ces chiffres ne sont que théoriques, et en ce qui concerne la force qu'un attelage peut supporter, il faut distinguer 2 choses. La force d'arrachage, qui s'applique perpendiculairement à l'aimant, et on mesure la force nécessaire pour séparer l'aimant de son support, exprimé en kilogrammes ou en newtons, sachant qu'1 kg force est égal à 9,81 newtons. Mais on ne va pas développer car c'est ici sans intérêt. Et deuxièmement, la force de cisaillement, qui s'applique parallèlement ou de façon oblique par rapport au support de l'aimant et qui tend à faire glisser l'aimant sur son support. Là non plus, sans entrer dans les détails inutiles, il faut juste savoir qu'un aimant soumis à une force de cisaillement aura une puissance d'aimantation 5 à 10 fois moindre que le même aimant soumis à la même force d'arrachage. Sur un attelage, c'est une composante des 2 forces qui va s'exercer dans les courbes par exemple. Et c'est pourquoi il est indispensable que l'attelage ait un système de verrouillage mécanique qui va s'opposer autant que possible aux forces de cisaillement. Ce système mécanique, qui va aussi servir de détrompeur et de guidage lors de l'approche des 2 attelages, va ensuite maintenir la cohésion entre les 2 attelages dans le sens latéral en virage, mais aussi dans le sens vertical en cas de dénivelé sur la voie. Il faut que les boîtiers NEM des 2 côtés soient bien alignés en hauteur, sinon la caisse la plus basse sera soulevée, ces roues ne toucheront plus bien les rails en courbe ou sur les aiguillages et ça va dérailler. S'il y a une différence de hauteur non corrigeable, on pourra tricher en donnant du jeu dans la fixation du boîtier NEM. Ces attelages sont de type rigide, ce qui veut dire qu'ils sont bien adaptés au système à élongation, mais que si on les utilise sans élongation, il faut que le boîtier NEM puisse tourner sur son axe et ne soit pas complètement fixe. Les aimants au néodyme sont les plus puissants. C'est un alliage à base de néodyme, de fer et de bore. Il est utilisé dans toutes les industries ou presque. La gamme la plus courante, les versions N, fonctionne jusqu'à 80 degrés Celsius. Au-delà, l'aimant commence à se démagnétiser de manière irréversible, et ce de plus en plus en fonction de l'augmentation de la température. Ces aimants sont aussi très sensibles à la corrosion, et ils doivent absolument avoir un revêtement protecteur, qui est généralement un plaquage composé d'une couche de cuivre prise en sandwich entre 2 couches de nickel. Ces aimants n'aiment pas non plus les chocs qui abîment leur revêtement protecteur. Les aimants néodyme n'ont pas tous le même procédé de fabrication ni la même qualité, et ils sont classés de façon internationale selon un code alphanumérique qu'on retrouve dans leurs caractéristiques. C'est le N45, N42, N38, etc. Pour 2 aimants en néodyme de même volume, ce sera l'aimant avec le nombre le plus élevé après la lettre N qui offrira la plus grande puissance d'aimantation. Ce code indique 2 informations: la température maximale d'utilisation de l'aimant et le taux énergétique maximum de l'aimant qui est exprimé en mégagauss-Ørsted, qui est le produit de la rémanence de l'aimant, c'est-à-dire la densité des lignes de force,
et de son champ coercitif, qui est la résistance à la démagnétisation. L'indice de température est donné par la lettre N, M, H, etc. Dans les aimants grand public, c'est en grande majorité des aimants de type N et qui supportent sans perte de magnétisme une température maximale de 80 degrés. L'attelage magnétique va donc remplir deux fonctions, la cohésion et le contact électrique. Et on aura trois types d'attelages. Les attelages à deux aimants qui permettent d'étendre la prise de courant d'une petite machine à empattement électrique court, comme on le verra plus loin dans l'exemple de la drésine. Une amélioration de la prise de courant étant toujours plus judicieuse que de se précipiter sur un power pack qui est loin de n'avoir que des avantages. Ils peuvent aussi transmettre le DCC pour éclairer plusieurs voitures, avec une seule prise de courant, ce qui freinera moins la rame qu'une prise de courant sur chaque voiture. Le courant d'éclairage pouvant venir aussi directement du décodeur de la loco. Les attelages à 4 aimants, ils sont surtout intéressants à l'arrière d'une loco, en permettant de récupérer le DCC capté par un seul ou les deux bogies de la première voiture par deux contacts, tandis que les deux autres contacts véhiculeront le courant pour l'éclairage des voitures de la rame par les fils bleus du plus commun et verts du moins de la sortie de fonction qui est commandée par F1. L'arrière de la première voiture et les autres attelages étant à deux aimants pour passer simplement le courant d'éclairage. Le deuxième intérêt d'un attelage à 4 aimants à l'arrière d'une loco est d'avoir une plus grande force justement sur l'attelage qui va subir le plus de traction avec toutes les autres voitures derrière. Les attelages à 6 aimants permettent une prise de courant étendue à la première voiture, mais aussi de passer toutes les fonctions d'éclairage. Ils sont surtout intéressants sur les rames réversibles comme les RTG, TGV, BUD, etc. On verra dans les exemples d'utilisation comment les utiliser rationnellement sur une rame à deux motrices comme le fait EPM sur ses RTG en supprimant les problèmes causés par la présence d'une deuxième motrice à l'arrière, surtout avec le freinage ABC. Les attelages proposés existent en deux longueurs, 15 et 16 mm. Ils ont un ergot de chaque côté qui sert à la fois de guidage pour l'approche, mais aussi de verrouillage dans le sens latéral et vertical pour éviter que les aimants ne soient soumis à des forces de cisaillement qui peuvent aboutir à la décohésion de l'attelage. Pour les 6 aimants, j'avais fait aussi un modèle plus petit utilisant des aimants de 1 mm de diamètre seulement, mais je n'en ai trouvé qu'en N35 et la force de cohésion est insuffisante pour qu'ils puissent être utilisés confortablement. C'est dommage car ils sont très petits, le montage des fils est beaucoup plus délicat mais néanmoins faisable. Je les ai quand même laissés en téléchargement en attendant de trouver des aimants 1 mm en N52 pour les essayer. Comme les aimants de même pôle se repoussent, il faut deux types d'attelage à chaque fois. Le type 1 sur la motrice ou sur l'attelage qui regarde vers l'arrière et le type 2 sur la remorque ou sur l'attelage qui regarde vers l'avant. Les pôles nord sont à l'extérieur sur le type 1 et ce sont les pôles sud sur le type 2. Ainsi, ils s'attirent. Sur les attelages à deux aimants, chaque aimant est relié au DCC du rail qui est de son côté. Ainsi, l'aimant de gauche du type 1, donc celui qui regarde vers l'arrière, est relié au DCC du rail gauche dans le sens de la marche et le droit est relié au rail droit. Et inversement pour le type 2 qui regarde vers l'avant. Si on passe un plus et un moins d'éclairage, on pourra mettre le moins à gauche et le plus à droite sur le type 1 et l'inverse sur le type 2. Évidemment, tout ceci est arbitraire, mais il convient de définir un standard à respecter sur votre réseau de manière à ce que tout soit connectable sans problème. Sur les attelages à 4 aimants, on a toujours les pôles nord et sud placés de la même manière, le DCC est d'un côté et le plus et moins de l'éclairage de l'autre. Un mauvais branchement est impossible, d'une part à cause des détrompeurs, mais surtout par le fait que deux attelages de même type, même montés inversés verticalement, se repousseront à cause de pôles identiques face à face. Là aussi, la position des contacts est arbitraire et vous êtes libre de faire autrement. Sur les attelages à 6 contacts, le DCC est au milieu pour conserver la liaison même si une perte de contact des aimants latéraux se produisait dans une courbe très serrée. Mais je ne pense pas que ça puisse se produire avec des aimants N52 et il y aura un déraillement bien avant. Sur les 6 contacts, il doit être possible d'utiliser des aimants N35 seulement, mais je n'ai pas essayé.
Ce système d'attelage remplace avantageusement plusieurs connexions électriques et permet aussi d'étendre la prise de courant. En pratique, il faut se limiter à la prise du courant uniquement sur la première voiture pour ne pas perturber un système de cantonnement reposant sur des cartes de détection et le freinage ABC, tel que je l'ai décrit dans la vidéo Bloc système et sécurité du réseau. L'attelage et le dételage sont simples et rapides, surtout par rapport au système utilisant des connecteurs. Un mauvais branchement est impossible à cause des ergots latéraux et des aimants de même sens qui se repoussent. La force des aimants N52 est très suffisante en toutes circonstances. J'ai testé sur une rame de 6 voitures Romilly sur tout mon réseau avec des rampes à 2%, que ce soit en traction ou en refoulement, il n'y a eu aucune décohésion d'attelage. Et dans le pire des cas, avec des voitures très lourdes ou qui freinent beaucoup au roulage, on peut mettre des attelages à 4 aimants à la place des 2 aimants. Enfin, le prix de revient est très faible si on les imprime soi-même. Et si vous n'avez pas d'imprimante 3D résine, vous trouverez certainement un modéliste près de chez vous qui acceptera de se lancer dans l'aventure. De toute façon, à part les attelages à 2 aimants, je ne crois pas que ça existe dans le commerce. Et au chapitre des inconvénients, l'utilisation de dételeurs automatiques est impossible et il faudra toujours la main de Dieu pour séparer les voitures. Si vous utilisez massivement des ILS pour le cantonnement ou pour d'autres fonctions, chaque passage d'un attelage au-dessus d'un ILS va le déclencher et ça va créer un sacré bordel sur votre réseau. Donc il vaudra mieux oublier les attelages magnétiques dans ce cas. C'est évidemment aussi incompatible avec les autres attelages et d'ailleurs je conseille de mettre un attelage conventionnel sur la dernière voiture pour pouvoir prendre en charge toute la rame avec une loco de triage. Le montage est à faire soi-même, ce qui peut rebuter certains. Et enfin, un inconvénient qui peut être de taille, malgré les ergots, il n'est pas impossible d'accoupler un attelage à 2 aimants de type 2 sur un attelage à 6 aimants de type 1. Le 2 aimants va essayer de se mettre en biais avec possibilité d'un contact électrique inapproprié, et là, le DCC peut se retrouver en contact avec une sortie du décodeur qui va immédiatement passer l'arme à gauche. C'est peu probable, mais il ne faudra quand même pas faire n'importe quoi. Par contre, il n'y a aucun risque entre les 4 et les 6 aimants, ou entre les 2 et les 4 aimants. L'accouplement est impossible. Il y a 2 questions qu'on peut se poser. L'alimentation de l'éclairage intérieur d'une longue rame par le décodeur. Alors les bandes de LED n'étant jamais alimentées au maximum de leur puissance, mais à travers une résistance de 4 ou 5 K, la consommation par voiture tourne autour de 2 ou 3 mA. Il n'y a donc aucun problème à alimenter toute une rame depuis la sortie du décodeur qui supporte généralement 150 mA. Par contre, sur des voitures éclairées avec des ampoules, comme c'est encore parfois le cas, les 150 mA du décodeur risquent rapidement d'être insuffisants. Attention aussi s'il y a un condensateur pour stabiliser l'éclairage. Il est impératif de charger ce condensateur à travers une résistance de 100 ohms, sinon la charge brutale sur plusieurs voitures va être interprétée par le décodeur comme un court-circuit et il va couper le courant. Deuxième question, c'est sur la prise de courant étendue. Si on utilise le freinage automatique ABC de Lenz, il faut que la prise de courant ne soit étendue qu'à la première voiture, car la rame ne commencera à freiner que lorsque tous les essieux capteurs seront sur la zone d'arrêt. On rappelle aussi que, sauf dispositif particulier, la circulation motrice en queue n'est pas possible en ABC. De même pour les unités multiples avec une loco en tête et une autre en queue. Pour ce qui est du montage, on en a parlé dans la vidéo précédente sur l'EAD Caravelle Jouef de 1980, mais on va y revenir ici plus en détail. Il faut tout d'abord déterminer dans quel sens l'aimant va se monter. Donc pôle nord à l'extérieur sur le type 1 et pôle sud à l'extérieur sur le type 2. Pour identifier le pôle nord ou sud, il suffit de prendre une boussole dont la pointe de l'aiguille bleue ou rouge indique normalement le nord magnétique et elle sera attirée par le pôle sud de l'aimant. Ensuite, il faut souder un fil à l'arrière de l'aimant et il vaut mieux respecter le code des couleurs NEM des décodeurs à 8 fils pour s'y retrouver. Il faut le dépolir un peu avec une toile émerie
ou avec ce genre de gomme en fibre de verre. Puis on dépose une micro-goutte de soudure sur l'aimant et on vient souder le fil qu'on aura étamé au préalable. Comme le trou de sortie du fil est décentré vers le haut, il ne faut pas souder le fil au milieu de l'aimant, mais essayer de se décaler un peu vers le bord. Attention à ne mettre que très peu de soudure, sinon l'aimant ne rentrera pas à fond dans son logement. Si c'est le cas, on peut creuser un peu le fond du logement avec un forêt de 2 mm monté sur un mandrin à main, en faisant très attention car on ne pourra pas creuser plus de 1 mm. Attention aussi à ne pas mettre de soudure sur la paroi axiale de l'aimant. Si c'est le cas, il faudra l'enlever avec un papier de verre. Normalement, les aimants rentrent à frottement doux dans leur logement et ça devait suffire à les tenir. Mais au cours des essais, il est apparu qu'au fil des dételages, certains aimants ressortaient un peu et empêchaient le bon contact des autres. De plus, il est impératif de bien mettre tous les aimants sur un même plan, sinon il y aura un mauvais contact et même l'apparition d'un point de bascule sur les attelages à 2 aimants. Donc j'ai fini par passer systématiquement un forêt de 2 mm dans les logements avec un mandrin à main et en y allant doucement. On pourra ensuite coller tous les aimants avec une petite goutte de colle au fond du logement avant de mettre l'aimant bien à fond. Pour cela, on peut s'aider de la tête d'une vis ou d'un clou, car il faut quelque chose de magnétique pour être sûr que tous les aimants sont bien alignés sur un même plan. La colle ne doit pas prendre trop vite pour permettre de bien repositionner tous les aimants, et il faudra bien la laisser sécher avant d'enlever la vis ou le clou. Il est donc impératif que les aimants soient parfaitement alignés sur un même plan. Le mauvais alignement est le principal problème que j'ai rencontré pendant les essais. Le fil que j'ai utilisé est du 30 AWG siliconé. On peut prendre plus petit, mais attention quand même, car le 30 AWG est donné pour 500 mA maxi, et donc on est déjà limite avec des décodeurs qui peuvent fournir jusqu'à 1 A au moteur. On pourrait quand même descendre un peu sur du 32 ou du 34 AWG, mais surtout pas en dessous. Alors le 30 AWG siliconé est un fil assez gros. Il mesure 0,8 mm de diamètre. On trouve le même fil en non siliconé, dont le diamètre extérieur est plus petit, 0,5 mm environ pour du 30 AWG. Mais il sera moins souple et peut poser problème pour le bon débattement d'un buggy. Le trou de sortie du fil sur l'attelage fait 0,8 mm et il est prévu pour le 30 AWG siliconé. A noter qu'il faudra pratiquement toujours passer avec un forêt de 0,8 mm dans les trous qui ne sont jamais parfaitement débouchés. Pour ce faire, j'utilise un mandrin à main en y allant doucement. Voilà pour le montage qui n'est pas compliqué mais qui doit être fait minutieusement. Pour l'impression, l'idéal est de les imprimer en résine ABS-like noire car la résine standard est assez fragile et j'ai déjà cassé plusieurs queues d'attelage. Et après avoir monté des aimants, vous allez vous apercevoir que tous les outils qui ont été à leur contact sont magnétisés, ce qui n'est pas très agréable. La solution est d'utiliser un démagnétiseur pour tête de lecture utilisé du temps des magnétophones à bande ou à cassette et qui se vend toujours. Celui-ci vendu chez Conrad fonctionne très bien. J'en ai vu aussi sur AliExpress vendu à 10 €, mais je n'ai pas essayé. On va maintenant voir quelques exemples d'utilisation, sachant qu'on est souvent amené à panacher les types d'attelage dans une même rame. Le cas le plus simple est celui de la résine Jouef des U65, où on va ajouter une prise de courant sur son wagonnet avec un attelage à 2 aimants. Il faut installer un boîtier NEM sur la drésine et un autre sur le wagonnet. Ces boîtiers NEM sont aussi en impression 3D et le lien est dans la description de la vidéo. Sur la drésine, je l'ai reculé au maximum et il est fixé avec la grande vis qui ferme la caisse. On voit ici l'ancien connecteur qui va être remplacé. Cette résine avait fait l'objet d'une ancienne vidéo où je n'avais malheureusement pas détaillé sa modification. Le moteur d'origine a simplement été remplacé par un buggy motorisé de 41 mm d'empattement de marque Leopold Halling. Et le décodeur est collé au double face sur le moteur. Les feux utilisent des LED SMD, les feux arrière sont commandés séparément par F1 et l'éclairage intérieur est une applique en plafond confectionnée avec un capuchon en plastique translucide et une diode SMD à l'intérieur. Une plaque en PLA forme le plancher et les sièges sont en fait des morceaux de lest peints pour alourdir au maximum la machine.
J'ai aussi ajouté un lest de 30 grammes sur la plateforme arrière avec un plomb de pêche en forme d'olive qui a été un peu martelé pour le transformer en fût vaguement rectangulaire et bombé. Il améliore un peu la capacité de traction. Sur le wagonnet, il y a des lamelles qui traversent le plancher pour venir frotter sur les roues et une lanterne est placée à l'arrière. Elle est alimentée directement par le DCC à travers une diode et une résistance. C'est une ancienne LED des débuts, à une époque où elle n'éclairait pas beaucoup, ce qui est parfait pour cette lanterne. Un chargement de ballast collé sur un carton et des traverses cache les connexions. J'ai aussi mis une plaquette de 5 grammes de lest à l'avant sous les traverses. Les boîtiers NEM doivent avoir un débattement latéral suffisant car l'attelage est de type rigide. Vous pouvez aller voir la vidéo de présentation de la drésine dans les anciennes vidéos. Deuxième exemple avec une rame Capitol. On va mettre un attelage de type 1 à 4 contacts à l'arrière de la loco et un type 2 à l'avant de la première voiture qui servira à étendre la prise du courant sur son bogie avant ou sur les deux bogies. Les deux autres contacts vont servir à passer les fils bleus et verts pour l'éclairage intérieur des voitures. À l'arrière, on met un attelage à 2 contacts qui va transmettre le courant à l'attelage de type 2 placé à l'avant de la deuxième voiture et ainsi de suite. Sur la deuxième voiture, on aura un attelage à 2 contacts de type 2 à l'avant et on gardera un attelage conventionnel à l'arrière pour pouvoir manœuvrer la rame avec une loco de triage. On pourrait aussi remplacer les attelages à 2 contacts par des 4 contacts qui procurent une plus grande force de cohésion entre les voitures. Sur la dernière voiture, on mettra un feu de fin de convoi alimenté par une prise de courant sur le dernier bogie, car il est important d'avoir une prise de courant sur cette voiture pour qu'elle puisse être détectée par les cartes qui gèrent la sécurité du réseau au cas où une partie de la rame viendrait à se détacher. Il faut toujours tout prévoir et dans ce cas la consommation du feu de fin de convoi assurera la sécurité des voitures isolées. Troisième exemple avec une rame articulée genre TGV ou RTG ou même un simple autorail comme le ADJOF présenté dans la vidéo précédente. Toute la rame sera équipée d'attelages à 6 contacts, prise de courant étendue à la première voiture comme d'habitude, et passage des fonctions d'éclairage tout le long de la rame pour avoir les feux blancs et rouges sur la fosse motrice de queue. Ici, avec des attelages à 6 aimants, le risque de dételage accidentel est nul, tant la force de cohésion des aimants est grande. Donc pas besoin de prise de courant sur la fosse motrice. Et enfin, un quatrième exemple, un peu plus compliqué, avec une longue rame RTG qui possède une motrice de tête mais aussi une motrice de queue. Chaque motrice étant équipée de son propre décodeur dont on aura équilibré l'accélération, le freinage, les vitesses maxi et moyennes dans les CV, de manière à avoir le même comportement moteur sur les deux. Elles ont la même adresse et doivent pouvoir rouler l'une derrière l'autre à distance constante sur un parcours varié en testant l'accélération et le freinage. Le problème de ces rames à 2 motrices, c'est qu'en arrivant sur un canton N, la motrice de tête est détectée et va mettre le canton N-1 au rouge, alors que la motrice de queue y est toujours. Donc la motrice de tête va continuer à tirer, alors que la motrice de queue va freiner. Pour résoudre ce problème, il faut que seule la motrice qui est en tête prenne effectivement le courant et soit détectée. La motrice de queue est alimentée par le DCC venant de la motrice de tête. Il faut donc une ligne de train complète avec des fonctions d'éclairage, mais aussi le DCC d'alimentation pour les deux décodeurs. Donc c'est la motrice qui a les feux blancs allumés qui prend le courant et pas l'autre. C'est le système qui est utilisé par EPM et peut-être d'autres fabricants sur ces rames RTG et TGV par exemple. Le montage est un peu plus compliqué, l'idéal étant la fabrication d'un circuit imprimé PCB monté en composants de surface, et on pourra même utiliser un transistor en commutation au lieu du relais. Alors tout ça sort du cadre de ce genre de vidéo, mais c'est très faisable, d'autant que la fabrication de PCB en petite quantité ne revient pas si cher que ça chez des fabricants comme JLC PCB, qui est compétitif et très sérieux avec des produits finis de grande qualité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces attelages, qui s'ils ne sont pas à mettre systématiquement partout, constituent une bonne alternative dans certains cas, comme dans la vidéo précédente avec le ADJOF. Les STL sont comme toujours disponibles gratuitement sur ma page Culte 3D, ainsi que sur Thingiverse, et j'ai mis les liens dans la description de la vidéo. Je ne fabrique rien, je ne vends rien, et mon but n'est pas de faire du fric,
mais de partager des choses qui, je l'espère, pourront rendre service à d'autres modélistes bricoleurs. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à corriger des bêtises que j'aurais pu dire et à engager le dialogue dans les commentaires, car je réponds à absolument toutes les questions et j'accepte volontiers les critiques, surtout quand elles sont constructives. À bientôt!